Il s'efforçait d'atteindre le sommet des arts martiaux, mais il savait que c'était un pic qu'il ne pourrait jamais atteindre, peu importe le temps et les efforts qu'il y consacrait. Pour défier cette réalité, il s'accrocha à une ancienne légende transmise à travers les générations. La légende parlait d'un fruit doré dans les profondeurs d'un sanctuaire gardé par un dragon divin, un fruit censé accorder l'immortalité à quiconque le mangerait. Après avoir trouvé le sanctuaire mythique, il engagea une bataille féroce avec le dragon. Il paraissait déterminé malgré ses graves blessures, pensant que la légende n'était pas qu'une fantaisie. Après un combat acharné, il vainquit le dragon divin et s'assit sur son corps sans vie. Déclarant sa victoire, il atteignit enfin l'arbre légendaire où pendait l'étincelant fruit doré de l'immortalité. Croyant qu'avec cela il pourrait enfin atteindre les plus hauts échelons des arts martiaux, il tendit sa main épuisée, saisit le fruit et commença à le manger. Cet homme était connu sous le nom de Gilva Elragon, et on le surnommait l'homme le plus fort du monde. Des décennies passèrent, et maintenant Gilva gisait sur son lit de mort, un vieil homme entouré de sa famille en deuil. Son fils aîné, Gileyam, se tenait à ses côtés, lui tenant la main, tandis que des membres de la famille murmuraient qu'il valait mieux le laisser partir en paix. Son fils le regardait tristement tandis que Gilva le rassurait, lui disant de ne pas avoir l'air si misérable, que son heure était simplement venue. Son fils lui dit que le palais semblerait si vide sans lui et sa mère, mais Gilva rejeta ces paroles comme des sottises sentimentales. Au fond de lui, Gilva pensait que la légende de l'immortalité n'était finalement qu'une histoire, mais il était reconnaissant d'avoir été béni avec une femme et des enfants. Alors qu'il caressait le visage de son fils, il se dit qu'il avait vécu une vie longue et bien remplie et n'avait aucun regret. Mais soudain, ses yeux s'écarquillèrent dans ses derniers moments alors qu'il réalisait que ce qu'il avait dit était un mensonge, qu'il avait en effet un profond regret. Il serra fort la main de son fils, hurlant intérieurement, souhaitant avoir plus de temps, juste plus de temps pour atteindre le sommet des arts martiaux. Avec le dernier cri de père, de son fils, la vie de Gilva Elragon prit fin, ou du moins c'était ce qui était supposé arriver. Soudain, il se retrouva conscient à nouveau, se sentant confus, comme s'il se réveillait d'un profond sommeil. Il se demanda ce qu'était le mur devant lui, qui semblait être en papier. Son corps était étrangement léger, et lorsqu'il regarda ses mains, il fut choqué de constater que c'étaient les mains d'un nourrisson. Il réalisa en quelques jours qu'il s'était transformé en bébé, se demandant comment quelqu'un de son statut pouvait finir dans une telle situation. Alors qu'il était couché dans son berceau à essayer de comprendre ce qui s'était passé, la scène du dragon, du sanctuaire et du fruit doré lui traversa l'esprit, le faisant se demander si ce fruit était la cause de tout cela. Gilva réalisa alors que le pouvoir du fruit n'était pas l'immortalité, mais la réincarnation. Bien qu'il ne s'y serait jamais attendu, il considéra cela comme une immense chance, une nouvelle opportunité d'atteindre enfin le sommet des arts martiaux. Il regarda autour de lui et réalisa qu'il n'était pas seul, mais dans une pièce pleine d'autres lits de bébés. Il conclut que puisqu'il était dans un bâtiment séparé, il avait dû renaître dans la famille Elragon à nouveau. Mais il se demanda pourquoi tous ces enfants étaient rassemblés en un seul endroit avant de voir plusieurs servantes entrer dans la pièce. Gilva reconnut l'une des servantes et réalisa que c'était l'heure du repas. Mais ce qui arriva ensuite fut choquant. Les servantes amenèrent un gobelin ligoté, ce qui embrouilla Gilva quant à savoir pourquoi il était là et ce qu'elle prévoyait de faire. Soudain, le gobelin fut tué et son sang éclaboussa les enfants, y compris Gilva, qui fut momentanément abasourdi. Se demandant ce qui venait de se passer, il vit les servantes diluer un liquide rouge dans des biberons, croyant que le diluer autant serait sûr. Lorsqu'on lui tendit le biberon, il réalisa avec horreur que ce qu'il contenait n'était pas du lait, mais un liquide débordant d'un pouvoir magique terrifiant. La peur l'étreignit alors qu'il pensait à quel point il était dangereux de donner quelque chose comme ça à des nourrissons. Incapable de résister avec son petit corps, la servante le força à boire tandis qu'il hurlait intérieurement d'avoir oublié qu'il n'était qu'un nourrisson. À ce moment-là, il reconnut le goût du liquide. C'était le sang d'un ancien dragon. Il se demanda si elles étaient devenues folles pour faire boire ça à des bébés. Ce n'est qu'alors qu'il comprit ce qu'elles entendaient par diluer. Il décida initialement qu'il devait le recracher immédiatement, pensant qu'une petite quantité ne le tuerait pas, d'autant plus qu'il voyait les autres bébés le recracher instinctivement. Mais avant qu'il ne le fasse, une idée lui traversa l'esprit. C'était l'opportunité qu'il attendait. Il réalisa que s'il absorbait tout ce pouvoir magique, il pourrait peut-être surpasser son ancien moi et atteindre le véritable sommet des arts martiaux.
Et bien qu'il ne comprenne pas pourquoi tout cela arrivait, il décida de saisir cette opportunité de toutes ses forces. Il hurla dans son âme, les avertissant de ne pas sous-estimer Gilva el Dragon. La servante fut surprise de remarquer que ce bébé était différent des autres. Alors qu'il avalait goulûment le sang du dragon, Gilva était déterminé à absorber toute la puissance de la source véritable de l'ancien dragon. Les servantes regardaient, ébahies, le nourrisson boire calmement le liquide puissant, considérant que c'était à leur avantage. Après avoir fini, Gilva se coucha dans son lit, épuisé, mais ayant réussi sa mission. Il remarqua que les autres bébés avaient aussi survécu, réalisant que l'instinct de survie des nourrissons n'était pas à sous-estimer. Après avoir absorbé tout ce pouvoir, une irrésistible somnolence profonde s'empara de lui, ce qui était prévisible pour le corps d'un nourrisson, et il tomba dans un profond sommeil. 7 ans passèrent. Gilva, désormais connu sous le nom de Zek el Dragon, se réveilla dans le corps d'un enfant solidement bâti, subissant un entraînement physique extrêmement éprouvant. Il faisait des équilibres sur une main tout en maintenant un énorme rocher sur ses pieds. Puis il le jeta et arrêta l'entraînement. Zek attribua ce corps remarquable au sang de l'ancien dragon qu'il avait bu. Ce sang, contenant de vastes quantités de puissance de source véritable, donnait à tous les enfants qu'il avait bu des corps bien plus forts que ceux des humains ordinaires. Mais grâce à la puissance de source qu'il avait absorbée dans sa vie antérieure, Ek fut capable d'assimiler chaque goutte du pouvoir de l'ancien dragon, résultant en une transformation physique qui l'étonna lui-même. Malgré sa force, il était frustré car il n'avait atteint que le niveau d'une étoile, alors qu'il s'attendait à atteindre au moins 4 étoiles à ce stade. Une étoile est une mesure de la force atteinte en comprimant sa puissance de source véritable à sa limite absolue. Le corps est imaginé comme un univers où flottent des étoiles. Et plus il y a d'étoiles, plus la puissance est grande. Mais la difficulté augmente avec chaque nouvelle étoile. Zek, dans sa vie antérieure en tant que Gilva, était la seule personne au monde à avoir atteint le rang sans précédent de 10 étoiles. Zek médita sur la rapidité avec laquelle le temps passe. 7 ans s'étaient écoulés depuis qu'il était rené en tant que fils illégitime du chef actuel de la famille el Dragon. Durant ces années, sa mère était morte et son père ne lui avait pas rendu visite une seule fois, ce qui le fit se demander quel genre de père il était. Ce fut un choc de renaître. Mais le choc le plus grand fut que sa réincarnation s'était produite 1000 ans dans le futur. Dans un monde dur où le fort mange le faible, et la preuve la plus claire de la cruauté de ce monde était l'horrible rituel que les enfants avaient subi, connu sous le nom d'épreuve du dragon, les enfants qui survivaient à cette épreuve étaient censés être entraînés pour devenir des guerriers de la famille el Dragon. Mais 7 ans avaient passé sans qu'un seul instructeur ne vienne pour Zek. Quand il confronta l'une des servantes à ce sujet, trouvant étrange qu'il n'y ait que des servantes et pas d'instructeurs, elle répondit qu'elle n'était pas autorisée à répondre. Zek lui dit qu'il n'avait pas besoin d'entraînement au combat pour le moment, car ce musclé était plus important et il pouvait s'en occuper lui-même. Il lui demanda alors de lui fournir au moins des informations sur les enfants de la famille principale, mais elle répéta la même réponse. Cela le mit en colère, et il se demanda si c'était tout ce qu'elle pouvait dire. Malgré son évidente absence de peur face à son regard perçant, elle répéta une 3e fois qu'elle n'était pas autorisée à répondre. Zek lui demanda directement s'il était maltraité, et elle expliqua que leurs ordres se limitaient à subvenir uniquement à ses besoins personnels. Zek nota intérieurement que cette servante était une combattante de 3 étoiles et aurait été suffisante pour son entraînement de base. Il trouva étrange de vivre pendant 7 ans avec cette communication minimale, alors il décida de se diriger vers la forêt. Alors que la servante restait silencieuse, Ek remarqua qu'elle l'ignorait. Dans la forêt, Ek continua son entraînement en mangeant des herbes vénéneuses. Considérant que supporter leur goût amer faisait partie de son entraînement, il se sentit patient mais fut agacé par les racines qui continuaient à le suivre, se demandant si quelqu'un pouvait arrêter ses observateurs. Cependant, il ne s'attendait pas à ce qu'ils se révèlent pour une affaire aussi simple. Alors, il cria dans les airs, leur disant de dire simplement ce qu'ils avaient à dire. Soudain, il sentit quelque chose arriver, et un énorme sanglier furieux émergea des arbres. Zek remarqua une brume noire entourant le sanglier, quelque chose qui n'existait pas il y a 1000 ans, et se demanda de quelle nature elle était. Le sanglier remarqua Zek et libéra une intention meurtrière dirigée vers lui. Le sanglier chargea alors. Zek esquiva facilement l'attaque du sanglier et lui donna un léger coup de poing qui suffit à le vaincre instantanément.
Il pensa en lui-même qu'un simple mouvement du doigt de quelqu'un de son niveau d'une étoile pouvait causer autant de dégâts et conclut que la qualité de l'étoile était ce qui comptait vraiment. Il chargea le cadavre du sanglier sur son épaule, se sentant ennuyé d'être laissé seul comme ça, et commença à penser à partir en voyage, peut-être vers la mer. Pendant ce temps, l'observateur caché était complètement choqué. Il se demanda comment cet enfant avait réussi à former une étoile et à vaincre un sanglier furieux d'un seul coup sans aucun entraînement. Et en plus, il avait remarqué sa présence. L'observateur conclut que cet enfant n'était pas normal. L'observateur passa en revue ce qu'il savait. La mère de Zek était morte quand il était jeune, et son père ne s'occupait pas de lui, donc il n'avait reçu aucune éducation appropriée. Mais étant le fils du chef de famille, il n'avait pas le droit de s'échapper et était gardé sous surveillance. L'observateur pensa que les choses commençaient à devenir intéressantes. Quand Zek retourna à sa maison, il sentit la présence de personnes puissantes à l'intérieur, peut-être de classe 4 ou 5 étoiles, et se demanda ce qu'elles pouvaient bien vouloir de lui. Il écouta depuis derrière la porte et ne sentit aucune intention meurtrière, ce qui lui fit exclure la possibilité qu'ils soient des assassins. Il ouvrit la porte et leur demanda pourquoi ils étaient là, reconnaissant immédiatement le blason de la famille Elragon sur leurs uniformes, ce qui le rendit encore plus curieux de savoir ce qu'ils voulaient de lui. Un officier âgé s'avança, se présenta et annonça qu'ils étaient venus emmener Zek pour un test. Zek fut choqué par cette nouvelle, criant que personne ne lui avait rien dit à ce sujet. Après cela, Ek se retrouva en uniforme. Sur le chemin de la maison de la famille principale, il regarda le vaste château devant lui, incapable de croire qu'il reviendrait en ce lieu après 1000 ans. Après que Zek eut été emmené de chez lui par un émissaire, il fut requis de retourner auprès de la famille principale. À son arrivée, on demanda à Zek de changer de vêtements car il ne pouvait pas entrer dans l'enceinte dans sa tenue actuelle, et il réalisa à ce moment-là qu'on ne l'avait pas amené ici pour vivre dans la maison principale. Il avait été amené au Nid du Dragon, une institution éducative exclusive établie par la famille Elragon à un moment donné au cours du dernier millénaire. Toute personne née dans la famille Elragon aspire à fréquenter cet endroit et reçoit son éducation dès l'âge de 7 ans. C'était le jour de l'examen d'entrée, et bien que Zek n'ait reçu aucune éducation préparatoire, passer l'examen était obligatoire, c'est pourquoi on l'avait fait venir des terres frontalières. Il trouvait dommage qu'il soit venu le chercher juste au moment où il prévoyait de bouger lui-même après avoir fait beaucoup de préparatifs. Là-bas, un garçon aux cheveux bleus nommé Langy s'approcha de lui et lui demanda avec inquiétude si tout allait bien. Zek demanda « Qu'y a-t-il, garçon ?» Langy sembla confus et répondit en se présentant, puis expliqua qu'il venait de le voir avec l'air d'avoir des problèmes. Zek nota que bien que Langy semblait timide, il avait du cran. Zek s'excusa auprès de Langy de lui avoir parlé si froidement au début. Zek se présenta après avoir appris le nom de Langy et expliqua qu'il était juste confus quant à ce qu'il leur ferait faire à l'examen. Langy lui dit que le contenu de l'examen ne changeait pas d'année en année. Mais Zek expliqua qu'il ne savait absolument rien du contenu de l'examen, ce qui choqua Langy, qui considéra cela comme extrêmement téméraire. Alors que Langy s'apprêtait à lui expliquer l'examen, ils furent interrompus par une voix le traitant de moins que rien. Langy se tourna nerveusement vers la source de la voix, tandis que Zek fut surpris que le garçon qui s'approchait d'eux s'adresse ainsi à Langy. Un tyran nommé Uriton apparut et commença à ridiculiser Langy, demandant pourquoi un moins que rien comme lui était là. Langy balbutia qu'il était là pour l'examen du Nid du Dragon. Mais Uriton continua ses moqueries, disant qu'il était impossible pour quelqu'un comme lui d'entrer parce que son père était un faux dragon, et se demanda avec dédain ce que le fils d'un faux dragon pouvait faire. Pendant ce temps, Ek écoutait et remarqua Langy serrer le poing de colère. La famille Elragon a une hiérarchie claire établie par un dirigeant absolu. Cette hiérarchie consiste en différents rangs comme les dragons inférieurs pour les nouvelles recrues, les jeunes dragons pour les soldats réguliers, les dragons adultes pour les commandants et les dragons anciens pour les cadres. Au bas de cette pyramide se trouvent les faux dragons, un titre péjoratif donné à ceux qui ont échoué à entrer au Nid du Dragon ou n'ont pas pu en sortir diplômés. Langy pensait en lui-même qu'il voulait prouver qu'ils n'étaient pas des faux. Zek intervint calmement et demanda à Uriton pourquoi c'était impossible pour Langy et comment il pouvait connaître le résultat sans même avoir essayé. Uriton se mit en colère et demanda à Zek qui il était, mais Zek ignora sa colère et répéta sa question. Uriton répondit que c'était parce qu'ils étaient tous faibles. Zek ricana au mot faible et dit à Uriton qu'il imaginait que Langy était bien plus fort que des gens comme lui.
Uriton devint furieux et demanda à Zek s'il prétendait qu'ils étaient inférieurs à l'Angie. Mais avant que la situation ne puisse dégénérer, ils furent interrompus par la voix d'un examinateur de la classe des dragons adultes criant pour réclamer l'attention afin d'annoncer le début de l'examen d'entrée du nid du dragon. L'examinateur donna pour instruction à tous les candidats de s'inscrire, de prendre une étiquette numérotée, puis de se rendre à la seconde porte. Uriton lança un dernier regard à Zek et dit qu'il se souviendrait de son visage. Zek commenta calmement qu'il n'y avait pas besoin de se mettre en colère et que la jeunesse d'aujourd'hui était prompte à s'énerver. Ce qui embrouilla l'Angie, qui lui rappela qu'ils avaient le même âge. L'Angie expliqua que n'importe qui se mettrait en colère si on lui disait que quelqu'un d'autre était plus fort que lui. Zek s'interrogea sur la logique des paroles du tyran. Si l'examen était obligatoire, comment pourrait-il être impossible pour l'Angie de le réussir? L'Angie, à nouveau surpris par l'ignorance de Zek, expliqua qu'on pouvait se retirer de l'examen si l'on manquait de capacité, et suggéra même que Zek devrait aussi se retirer pour éviter de se blesser. Mais Zek répondit avec assurance que quelqu'un de son niveau ne pouvait pas se retirer, même s'il le voulait. L'Angie répondit à Zek que sa confiance était remarquable, même s'il ne connaissait pas le contenu de l'examen. Zek accepta à contre-cœur, soulignant qu'il devrait se dépêcher car l'examen allait commencer, ce à quoi l'autre acquiesça hésitamment. Quand ils arrivèrent dans la zone de test, l'examinateur expliqua que le test était simple. Tout ce qu'ils avaient à faire était de gratter une pierre d'apparence étrange pour réussir. Aucune arme autre que celle fournie n'était autorisée, mais l'utilisation des mains nues était permise, et chaque candidat avait 3 tentatives. Zek trouva le test remarquablement clément, ce qui surprit l'Angie. Zek expliqua qu'il n'avait qu'à gratter cette pierre, d'autant plus qu'il s'attendait à un test terrifiant après le rituel fou de l'épreuve du dragon qu'ils avaient subi. Après que l'examinateur eut annoncé le début du test, le premier candidat s'avança et frappa la pierre avec l'arme fournie. L'arme se brisa et la force du coup se répercuta sur le candidat, le blessant grièvement. Ce qui arriva choqua tout le monde. Zek ne s'attendait pas à ce que la pierre soit si dure. Le candidat tomba au sol, souffrant. L'examinateur annonça l'échec de la première tentative, et comme le candidat ne pouvait pas se lever, il fut considéré comme retiré et ordre fut donné de l'emmener. Et on dit au candidat suivant de s'avancer immédiatement. Zek vit l'Angie se couvrir le visage de peur. Alors il lui rappela que c'était le test. Il demanda à Zek la nature de cette pierre, et l'Angie expliqua que c'était une pierre de régénération. Il expliqua que cette pierre pouvait réparer instantanément toute égratignure mineure. Et surtout, si elle était attaquée avec une force brute, elle réfléchissait le choc avec des centaines de fois la force. Cependant, si l'attaquant faisait correctement circuler sa puissance de source d'éther dans son corps pendant l'attaque, la pierre serait égratignée. Zek réalisa alors que le test ne portait pas sur les compétences de combat, mais sur la capacité à contrôler la puissance de source d'éther. Il regarda autour de lui et vit qu'un bon nombre de candidats semblaient capables de réussir, tandis que d'autres continuaient à échouer et à se blesser. Après que l'examinateur eut annoncé la disqualification du candidat numéro 203 et appelé le suivant, il appela le candidat numéro 315. Zek regarda son étiquette, se demandant si c'était son tour. Alors que l'Angie le pressait anxieusement de se retirer du test, et qu'ignora l'inquiétude de son ami, marcha vers la zone de test et le rassura en disant qu'il n'y avait pas besoin de s'inquiéter, laissant l'Angie le regarder avec un visage méfiant. Quand Zek se tint devant l'examinateur, ce dernier lui demanda quelle arme il utiliserait. Une puissante aura dorée apparut autour de Zek, et il déclara qu'il n'avait pas besoin d'armes. L'examinateur redemanda pour confirmer qu'il n'utiliserait effectivement aucune arme, et Zek affirma sa décision, expliquant que ces points suffiraient. Des chuchotements se propagèrent parmi les assistants qui s'interrogeaient sur son intention de passer le test à main nue, croyant que ces points se briseraient à coup sûr, peu importe son habileté à utiliser l'éther. La peur de l'Angie grandit, et il commença à imaginer les bras de Zek complètement arrachés, ressentant des regrets de ne pas avoir essayé de l'arrêter plus fermement. Face à l'insistance de Zek, l'examinateur n'eut d'autre choix que d'accepter, lui donnant la permission de commencer. Zek s'approcha de la pierre de régénération, contemplant sa nature étrange, comme il n'en avait jamais vu auparavant, se demandant si ce métal s'était formé au cours du dernier millénaire. Il réalisa qu'il y avait beaucoup de choses qu'il ignorait dans cette nouvelle ère. Mais il chassa rapidement ses pensées comme sans importance et commença à concentrer une immense énergie de feu dans son poing.
Langy regarda la scène avec terreur et cria le nom de Zek, sentant le besoin de l'arrêter avant qu'il ne se blesse. Zek était confiant que la pierre serait capable de supporter sa pleine puissance et se prépara à déchaîner sa technique de combat connue sous le nom de style du tueur de dragons, forme finale. Zek asséna un coup de poing dévastateur à la pierre, provoquant une violente explosion qui couvrit la zone de poussière et de débris. Langy et l'examinateur furent abasourdis par la force du coup. Quand la poussière retomba, la pierre apparut brisée en morceaux. Zek regarda le résultat de son attaque, pensant que cette technique était encore un peu trop avancée pour son corps actuel. Puis il regarda sa main blessée et couverte de sang avec un large sourire, commentant que son entraînement actuel était encore insuffisant. Un état de choc et d'incrédulité se répandit parmi les assistants alors que Written criait qu'il l'avait brisé, tandis qu'une fille blonde commenta que ce qui s'était passé était intéressant. Langy ne pouvait pas croire ses yeux et hurla dans un état d'incompréhension. L'examinateur se demanda comment il avait réussi à détruire la pierre de régénération, quelque chose que seul un combattant de 4 étoiles ou plus pouvait faire. Il commença à spéculer que peut-être avait-il hérité du pouvoir de sa lignée malgré être un fils illégitime. L'examinateur remarqua le style utilisé par Zek et eut l'impression d'avoir déjà vu ce mouvement. Zek s'approcha calmement de l'examinateur et lui demanda le résultat de son test. Après un moment de silence, l'examinateur annonça à haute voix la réussite du candidat numéro 315. Après cela, un autre examinateur s'approcha de lui et lui tendit une petite bouteille contenant un liquide vert brillant. Alors, Ek lui demanda ce qu'était ce liquide. Le deuxième examinateur sourit et lui dit de dégager. Le premier examinateur intervint et dit à son collègue de se calmer, tandis que Zek se demandait si ce liquide était la récompense donnée à ceux qui réussissaient. À ce moment-là, Langy courut vers Zek, criant avec excitation, le félicitant pour sa performance incroyable et d'avoir détruit la pierre. Zek sourit et lui dit de se calmer. Zek demanda à Langy ce qu'était le flacon que l'examinateur lui avait donné, et Langy répondit que c'était une potion de soin. Zek redemanda pour confirmation, et Langy expliqua qu'elle était de grade ordinaire. Alors qu'il ouvrait son propre flacon, Ek examina le flacon dans sa main, trouvant qu'il ne semblait pas toxique. Et malgré ses doutes, il commença à se demander si c'était un élixir. Un élixir est une potion faite à partir de matériaux extrêmement rares, comme des herbes qui ne poussent que dans des royaumes secrets, des noyaux d'élixir purs et des ingrédients de bêtes divines et mythiques presque impossibles à trouver. Boire un élixir guérit non seulement les blessures récentes, mais traite aussi instantanément les anciennes blessures, en plus d'amplifier grandement la puissance des terres. En raison de la rareté de ses composants et de la difficulté de sa création, il n'apparaît jamais sur le marché. Après avoir réalisé la valeur de ce qu'il tenait, Ek but le contenu du flacon. Une aura verte émana de son bras, et sa main fut complètement guérie en un instant, ce qui lui confirma que c'était un véritable élixir. Langy ne savait pas ce qu'était un élixir, mais il commenta que les potions de soins faites par la famille Elragon étaient bien meilleures que celles vendues en magasin. Zek fut surpris que sa blessure guérisse si vite et demanda à Langy si c'était si incroyable. À quoi Langy répondit que ce qui s'était passé était en effet incroyable. Mais il ajouta que malgré la puissante guérison, il ne sentait pas d'augmentation de la puissance des terres comme un élixir est censé le faire. Puis il dit à Zek que sa propre puissance était plus impressionnante, ce que Zek nia. Zek pensa en lui-même qu'une potion d'une telle sophistication devait être le produit de 1000 ans de sagesse humaine. Langy félicita à nouveau Zek, le qualifiant d'incroyablement fort, à quoi Ek répondit qu'il visait à être le plus fort. Written entendit cette conversation et commenta sarcastiquement comment Zek pouvait dire quelque chose d'aussi audacieux si simplement. Le test continua, et les candidats 382, 395 et 405 réussirent. Leur succès était attendu, comme Langy le commenta. Puis l'examinateur appela le candidat suivant, le numéro 414. C'était le tour de Langy, et il alla dans l'arène en marmonnant nerveusement. Zek remarqua sa nervosité et se demanda s'il était tendu, puis l'encouragea à haute voix, lui disant de se ressaisir, à quoi Langy répondit de ne pas fixer les attentes trop haut. Zek resta là à se demander ce que son ami faisait. Langy attrapa une épée et se prépara pour le test après que l'examinateur lui eut donné la permission de commencer. Langy poussa un puissant cri et attaqua la pierre, mais la force du coup lui revint en pleine figure et le projeta au sol. L'examinateur annonça l'échec de sa première tentative,
lui rappelant qu'il lui restait 2 tentatives. L'Angie se releva, déterminé à réussir la fois suivante, et attaqua à nouveau la pierre. Mais il échoua encore et tomba au sol, épuisé et désespéré. Dans les gradins, Uriton et ses amis éclatèrent de rire, disant qu'ils savaient que le fils d'un faux dragon serait comme lui et l'incitèrent à abandonner. Uriton rappela à ses compagnons ce que Zek avait dit plus tôt et répéta sarcastiquement comment il avait prétendu que l'Angie, qui gisait au sol, était plus fort qu'eux. Ils décrivirent les paroles de Zek comme absurdes et ridicules. L'examinateur demanda à l'Angie, assis par terre, s'il voulait utiliser sa dernière tentative. À ce moment-là, Ek apparut à côté de lui et lui demanda pourquoi il avait choisi l'épée. L'Angie fut décontenancé par les paroles de Zek et demanda ce qu'il voulait dire par utiliser une lance. Zek expliqua qu'il ne comprenait pas pourquoi il utilisait une arme qui ne lui convenait pas et sans aucun plan, l'assurant que peu importe ses efforts, il ne pourrait pas égratigner la pierre avec l'épée. Uriton et ses amis entendirent cela et se moquèrent de Zek, le traitant de stupide, se demandant comment il pouvait suggérer d'utiliser une lance alors que son père l'avait entraîné à utiliser une épée. L'un d'eux resta sceptique, croyant que changer d'arme ne ferait aucune différence. Zek s'approcha de l'examinateur et demanda si changer d'arme pendant le test était contre les règles, à quoi l'examinateur répondit qu'il n'y avait aucun problème. Zek revint vers l'Angie avec un sourire et lui dit ce que l'examinateur avait dit, considérant que la situation était bonne maintenant, puis demanda s'il allait abandonner et partir comme ça. L'Angie se souvint de l'entraînement de son père et répondit fermement non, décidant qu'il essaierait d'utiliser la lance. Le souvenir de son père, qui n'avait pas pu entrer au nid du dragon, revint à l'Angie, et comment, malgré les moqueries qu'il endurait et le fait d'être traité de faux dragon, il ne fut jamais amer et l'éleva. L'Angie se jura à ce moment-là de prouver que la personne que son père avait élevée n'était pas une contrefaçon. Il saisit la lance, pensant que s'il essayait à nouveau avec l'épée, le résultat serait le même. Alors, il décida de faire confiance à Zek. L'Angie se demanda comment utiliser la lance. Puis éclapla et lui dit de frapper droit devant sans penser à rien. Zek se plaça derrière lui pour corriger sa posture, répétant qu'il ne devait que frapper droit devant. L'Angie hésita un instant, trouvant illogique qu'il réussisse avec juste une frappe directe d'une arme qu'il n'avait jamais utilisée auparavant. Mais il se souvint des paroles antérieures de Zek au tyran et du fait qu'on ne pouvait pas connaître le résultat sans essayer. Bien qu'il n'ait rencontré Zek que ce jour-là, il avait confiance en ses paroles et décida d'essayer. Et puisque Zek croyait en lui, l'Angie décida de croire en lui-même aussi. Quand il saisit la lance, il sentit un flux massif de puissance de source dans son corps, d'une manière qu'il n'avait jamais ressentie en utilisant une épée. L'Angie cria et frappa avec la lance. Et alors que Uriton se moquait de lui, disant que changer d'arme ne le ferait pas réussir, l'Angie sentit comme si la lance avait fait partie de son corps depuis le début. Et en un instant, sa frappe transperça la pierre, créant un puissant éclair. Uriton et ses amis furent choqués et hurlèrent d'incrédulité. Même les examinateurs furent surpris, et l'un d'eux commenta que l'Angie n'avait pas seulement égratigné la pierre, il l'avait complètement transpercée. Zek applaudit, félicitant l'Angie pour sa performance magnifique, tandis que l'Angie restait dans un état d'incrédulité, se demandant ce qu'il venait de faire. L'examinateur annonça la réussite du candidat numéro 414, et l'Angie ne cessait de répéter, choqué, qu'il avait réussi. Zek l'étreignit tandis que l'Angie pleurait, l'assurant qu'il l'avait fait comme il s'y attendait. L'Angie étreignit Ek avec une joie débordante, criant qu'il avait vraiment réussi. Dans les gradins, les amis de Uriton refusèrent de croire ce qui s'était passé, insistant sur le fait que c'était juste une coïncidence. Immédiatement après, l'examinateur annonça à haute voix que le test était terminé et que la cérémonie d'entrée allait commencer. Zek demanda à l'Angie si c'était tout pour le test, et l'Angie répondit oui, ajoutant qu'il pourrait y avoir d'autres tests après l'admission. Puis Zek demanda ce qu'il faisait à la cérémonie, et l'Angie expliqua qu'il ne s'agissait pas de ce qu'il faisait. L'Angie expliqua qu'il s'agissait des dirigeants de la famille Elragon leur adressant des discours de félicitations. Un homme aux cheveux blancs et rouges et à l'expression sombre apparut sur scène, et Zek se demanda qui il était. L'Angie fut choqué et chuchota que c'était le chef de famille. Zek poursuivit ses commentaires, se demandant comment quelqu'un avec un visage comme ça pouvait être le leader et ajouta sarcastiquement que la glace elle-même serait plus chaude que lui. L'Angie paniqua, couvrit la bouche de Zek avec sa main et le supplia de se taire. L'Angie continua de supplier Zek de se taire.
Zek regarda de plus près les dirigeants, pensant en lui-même que c'était la force actuelle de la famille Elragon. Il évalua leur niveau de puissance, notant la présence de nombreux combattants de 7 étoiles et d'un bon nombre de combattants de 6 étoiles, concluant que c'était en effet une grande force. Puis il concentra son attention sur le chef de famille actuel, connu sous le nom de Balza Elragon, et fut choqué quand il réalisa que son niveau était de 8 étoiles. Zek pensa qu'il y a 1000 ans, il n'y avait même pas 10 personnes dans le monde entier à ce niveau de puissance. Puis il conclut que cet homme était son père et se sentit mal à l'aise à son égard. Un officiel demanda l'attention de tous, annonçant que M. Balza prononcerait son discours. Balza commença son bref discours en exhortant les nouveaux étudiants à s'efforcer de devenir la chair et le sang de la famille Elragon. Alors qu'il parlait, une immense pression émana de lui, faisant se sentir étouffé et incapable de respirer les étudiants, y compris Langy. Zek remarqua la détresse de Langy et des autres, incapables de supporter la pression de l'aura du chef de famille. Et quand il regarda Balza, il sentit une immense haine émaner de lui. Zek pensa qu'il ne savait pas ce qui était arrivé à son père, mais il n'aimait certainement pas cela. Un officiel commenta avec enthousiasme les merveilleuses paroles de Balza. Balza termina rapidement son discours. L'officiel commenta que Balza laisserait les salutations formelles aux autres et ne parlerait pas longuement, mais il confirma qu'il avait de grandes attentes envers eux, puis partit. Un autre officiel d'apparence joviale monta sur scène et cria avec enthousiasme, encourageant les jeunes à s'efforcer et à travailler dur, puis ajouta en plaisantant que ceux qui s'inquiètent de petites choses deviendront chauves. Malgré la confusion des étudiants, Langy commenta que l'atmosphère générale s'était améliorée. Après cela, un autre examinateur annonça le début des affectations au dortoir des étudiants. Zek demanda s'ils allaient tous au même endroit, et Langy expliqua qu'il y avait 4 nids séparés et que les étudiants étaient répartis entre les halls, ouest, sud et nord. L'examinateur appela le numéro 315, et Zek réalisa que c'était son tour. Il dit au revoir à Langy, et ils se souhaitèrent bonne chance mutuellement. Zek arriva à un bâtiment luxueux appelé Nid du Dragon, au lait. Alors qu'il marchait dans les couloirs, il remarqua que beaucoup de choses avaient changé après 1000 ans, et il fut bientôt perdu. Finalement, il trouva sa chambre. Se sentant désolé d'être en retard et supposant que son colocataire était déjà arrivé, il ouvrit la porte et commença à s'excuser pour son retard.